Donc, je suis fondateur des Blue Ocean Awards, de Blue Ocean City, de différents programmes de Blue Ocean Stratégie pour entrepreneurs, grands groupes, les villes, les États. Et on utilise donc beaucoup Lean Startup intégré dans une démarche complète de stratégie au sang bleu. Je vais laisser mes deux collègues se présenter. Donc on est les ronds rouges là. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nathanaël Ramos et donc dans l'équipe je suis en charge du développement de Blue Ocean Starter, qui est une plateforme en mode collaboratif où les entrepreneurs eh bien, travaillent leurs projets sur le mode donc, Blue Ocean. Bonjour, bon après-midi, bref. Je m'appelle George Epen, je m'occupe de l'Inde, mais j'habite maintenant à Fontainebleau, donc on va vers la domination globale. Bon, juste pour me présenter, j'ai commencé à travailler avec le processus en 98-99. Je trouvais Value Innovation qui était le cœur de la processus Blue Ocean. À l'époque, je gérais un programme de formation continue pour des cadres. J'ai introduit ça comme programme. C'était très bien reçu, mais on a vite rendu compte que juste écouter le Blue Ocean dans une salle de classe mène à rien. Donc, il faut une pratique. Donc, j'ai développé un genre de workshop. Et au début, bon, je faisais pour les grands groupes comme AXA, Danone, Pfizer et compagnie. On a toujours sorti des super idées, rarement implémentées. Tout le monde disait « Waouh, c'est bien, ouais !» Et je trouvais que si on n'avait pas quelqu'un dans le groupe qui avait le pouvoir pour le faire, ça ne se faisait jamais. Bon, je continue à enseigner ça un peu partout. Pour des family business, c'est quoi family business? Et des PME, ça marche très bien. Et je trouvais que ça marche très bien pour les projets d'innovation sociale et ONG, parce que le processus est fait pour, dans un certain sens. Et il y a 4 ans, je rencontrais Alban via un autre collègue, online. Et on est allé, on a fait quelques projets un peu en France. On a amené l'Awards, Alban m'a parlé un peu de ça, en Afrique du Sud. En décembre, c'était en Sénégal. Mars, je l'ai amené ça en Inde. Et là, on a fini ça à Fontainebleau, où le processus était créé. À INSEAD, la Blue Ocean Institute. Peut-être tu veux dire 2 mots, Georges. Alors, on aura Nathan qui sera l'animateur des questions. Et n'hésitez pas à poser des questions à tout le long, hein, c'est interactif. Georges, peut-être tu veux dire 2 mots sur ce que c'est que Blue Ocean Strategy en une phrase. Donc, Blue Ocean Strategy, c'est une façon de penser dans une façon très structurée pour trouver des idées. Et l'idée clé, on ne parle pas aux consommateurs actuels, on discute avec les non-consommateurs. Et dès là, on trouve des idées pour créer des nouvelles offres, qui est, comme on dit, à Blue Ocean. Le bouquin a été lancé en 2005, c'est très très bien marché. Il y a 4 millions d'exemplaires en 46 langues. Et depuis, mais le problème était toujours comment le faire appliquer dans le field, dans le terrain, oui, l'implémentation. Et là, Alban a créé un processus qui est on prend l'idée, on aide des gens, on a un système coaché, pour aider des entrepreneurs à trouver des idées. On l'aide à travailler sur le projet. Une fois que ça commence à prendre forme, on utilise le processus Lean Startup pour créer un MVP, etc., dans une situation normale. Mais c'est un programme qu'on fait sur la durée, parce que les idées... mais c'est très, très simple.
C'est juste mettre en pratique. Et comme on fait ça en travail de groupe, il y a l'intelligence collective, un peu d'open innovation, etc., etc. Et depuis, après les awards, on a créé le Blue City, où on utilise la méthodologie pour des problèmes de ville dans le sens large. Donc tout ce qui est inclusion, mobility, l'eau, déchets, etc., etc. Mobilité. Et on essaie de créer un écosystème des entrepreneurs sur plusieurs pays pour qu'ils partagent un peu ces projets. Alors, si on peut dire, donc Blue Ocean Strategy, hein, pour finir là-dessus, il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Beyond Disruption, vous avez la photo, qui est sorti le 2 mai, donc qui en fait repositionne Blue Ocean Strategy dans la théorie de l'innovation. Et c'est en lien avec le fait que les deux professeurs, donc Chan Kim et Mo Borg, qui ont créé la Blue Ocean Strategy dans les années 2000, ont en fait été nommés il y a genre 6 mois par Harvard comme les penseurs, les 4 penseurs du siècle avec Christensen et Porter. Voilà. Donc c'est le HBR 100 ici que vous avez en bas à droite. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur donc Beyond Disruption? En fait, ça suit la logique de Blue Ocean, mais on pousse l'idée, on quitte le consommateur actuel, on crée une nouvelle offre, et tout le monde est non-consommateur dans cette... mais c'est un peu la même logique, et ça marche bien, parce qu'on a vu dans certains de nos projets qu'ils répondent aux critères de Beyond Disruption, déjà, sans qu'on parle de ça. Donc ça, en fait, ils introduisent la création non disruptive creation, qui donc va englober la Blue Ocean Strategy, qui va être donc l'anti-disruption, c'est l'alternative à la disruption. C'est-à-dire créer de la valeur sans détruire des marchés, des emplois, etc. existants. C'est-à-dire ne pas substituer, mais créer à côté, un nouveau marché, en fait. N'hésitez pas s'il y a des questions. Ouais. Comment on size la taille de l'océan bleu de Blue Ocean? Alors, sizer, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va, c'est-à-dire dans quel nouveau marché on va? La taille de marché. Parce que c'est un nouveau marché, mais comment on sait quelle taille il a? Ouais, par rapport au Red Ocean, si on divise le monde en deux. Ben, normalement, c'est une méthode systémique. Donc, tel que ça a été, si vous avez suivi le processus, alors il est là d'ailleurs, on l'a affiché, et vous avez systématiquement un marché océan bleu qui va englober l'océan rouge au départ. Donc, il sera mécaniquement. Il prend quelques gens de Red Ocean et amène. Donc, il y a un cas assez connu en France qui était le Formule 1. Le maire de Fontainebleau, c'était Paul Dubrul, et le groupe était en 3 et 4 étoiles. Et il a dit un jour, pourquoi on n'est pas dans le secteur budget? Donc les managers ont dit non, c'est pas bien, etc. Donc il a envoyé 7 de ses managers, y compris 2 fils. Il a dit, vous baladez dans tous les hôtels merdiques de France, et vous revenez avec une idée de quelque chose de nouveau. Et donc, c'était créé le Formula. Les hôtels Formula. Les hôtels Formula qui a créé un nouveau secteur. On désegmente, en fait. Donc, à partir du moment où on désegmente, on va englober, en fait, 80-90% du marché initial, de l'industrie initiale, de l'hôtellerie. Et en plus, on va y ramener ce qu'on appelle les non-clients ou non-consommateurs. Donc, forcément, mécaniquement, c'est plus gros. Parce qu'on élargit le spectre, le marché total. OK. Ouais. Alors là, vous avez le process Blue Ocean Shift, c'est ça qui va nous intéresser pour voir où est-ce que Lean Startup s'intègre dedans. Donc ici, vous l'avez à plat. Vous voyez, en fait, ces 3 mois, les slides sont en anglais, hein, donc, mais je pense que tout le monde est à l'aise. Les 3-4 premiers mois, c'est le pur Blue Ocean, le pur process Blue Ocean. Vous avez les petites vignettes qui correspondent aux outils qu'on utilise, les concepts Blue Ocean. Donc c'est le canevas stratégique, les non-consommateurs dont on vient de parler, hein, qui sont là, ici, les non-consommateurs, le canevas stratégique, l'exploration avec la carte d'utilité, ici la carte PMS, la matrice des 4 actions,
le canevas stratégique to be. Donc vous voyez en fait les étapes, il y en a 4 principalement. C'est d'abord comprendre, ça s'appelle l'éveil visuel, comprendre où on est en termes justement d'industrie existante, comprendre les valeurs qui sont proposées sur ce marché, donc toutes les offres, mais analyser en termes de valeurs, et ensuite voir quels sont les non-clients de cette industrie. Une fois qu'on est clair là-dessus, on part sur une exploration et on va donc ici interroger des non-consommateurs qu'on a identifiés et on va construire un outil qui s'appelle la carte d'utilité qui va permettre de focaliser sur des enjeux cachés, des besoins non couverts par l'industrie à date. Et c'est comme ça qu'on arrive à des offres nouvelles en fait, qui sont en rupture par rapport, qui sont divergentes par rapport à l'offre initiale. Et ensuite, la troisième étape, c'est là où se fait le mix. C'est le mix entre la compréhension de l'exploration et l'idéation, où on utilise les 6 pistes Océan Bleu, qui sont des portes de sortie, pour aller en dehors de son industrie, pour être sûr qu'on arrive sur des éléments de valeur nouveaux, créés, et qu'on propose des choses qui n'existent pas, des éléments de valeur qui n'existent pas. Et une fois qu'on a fait cette partie-là, on a une phase de sélection et de convergence dans l'idéation, donc avec notamment ce qu'on appelle la carte PMS, et à la fin, on arrive à une nouvelle offre qu'on va construire encore de façon Blue Ocean en utilisant ce qu'on appelle les 4 actions, éliminer, réduire, augmenter, créer. C'est-à-dire qu'on s'oblige à supprimer des standards, supprimer des éléments de valeur que l'offre standard propose, l'industrie Océan Rouge propose, et on va s'obliger à identifier des éléments de valeur nouveaux qui viennent notamment des 6 pistes et de l'analyse des non-clients, de l'expérience des non-clients, pour arriver à une offre unique, nouvelle. Voilà. Ce qui est la définition un peu d'un Océan Bleu, et qui correspond à des enjeux existants à date sur le marché, mais qui ne sont juste pas encore couverts. Donc ça, c'est la partie purement ici Océan Bleu, ça dure 3-4 mois, et puis après il y a l'implémentation. Et c'est là où, très logiquement, on utilise une startup, c'est ce qu'ils appellent les 2 auteurs, faire « Make your Blue Ocean move ». Une fois que vous avez identifié votre Océan Bleu, vous avez trouvé ce nouveau marché, ben, il faut le faire, le construire. Et c'est avec ici Lean Startup. Donc on retrouve des étapes ici, prototypage, expérimentation, validation marché, MVP, boucle test and learn, et puis ensuite lancement en fait, alpha test, bêta test, progressivement au vu de l'évolution du MVP. Voilà. Donc c'est là où on connecte en fait le Lean Startup et de façon très logique avec l'état d'esprit de Blue Ocean. Sauf qu'à la différence d'un Lean Starter depuis le début, on va tout de suite aller sur des idées qui correspondent à une attente. On ne part pas comme ça, un truc en l'air, une idée qui sort de nulle part. Elles sont issues ici de la phase d'exploration où on a compris des enjeux cachés qui sont existants chez les clients sur l'industrie. Donc forcément, on va certainement avoir beaucoup moins de boucles itératives Lean Startup. On va peut-être en avoir 1, 2, on va faire ce qu'on appelle plus du fine-tuning. Et on va s'obliger toujours à éliminer des éléments de valeur, toujours dans l'état d'esprit Lean Startup, se focaliser sur l'ADN de notre offre, de la proposition de valeur, donc proposer uniquement ce qui est indispensable, mais ça c'est nourri et c'est fondé par l'exploration, par la compréhension qu'on a des enjeux des non-clients, des non-consommateurs. Détail, où est-ce que Blue Ocean va s'intégrer dans l'esprit, en fait, dans la méthodo Lean Startup. Vous connaissez cette boucle de Lean Startup. Ben, ça va être dès la phase d'analyse où justement on va identifier les profils de non-clients et identifier les éléments de valeur proposés à date sur l'industrie. Donc ça nous donne une première compréhension de où on est, où est-ce qu'on peut aller, justement en s'intéressant à ces non-clients qui sont aujourd'hui exclus. Les non-clients d'un Océan Rouge, la définition, c'est que c'est des profils de consommateurs qui sont aujourd'hui exclus, qui s'appellent inexplorés, qui ne sont pas du tout considérés comme étant potentiellement clients par les acteurs de l'industrie, ou alors qui sont en train de switcher, qui sont de moins en moins clients, ça s'appelle les imminents, ou alors qui sont contre, c'est les anti, voilà, les trois typologies. Donc en regardant ça, on a une première analyse très fine, ce qui nous permet de savoir, comme je dis, où aller, à quels enjeux répondre précisément. Donc c'est ce que permet le Learn, et ici de faire des hypothèses en utilisant cette carte d'utilité qui va cartographier tous les enjeux des non-clients qu'on a trouvés sur notre industrie Océan Rouge.
Ça nous permet de faire des pistes de nouveaux éléments de valeur à intégrer et à proposer pour créer une nouvelle offre. Et après, l'étape suivante, la construction de l'offre, la baseline, ça va être justement parce qu'on a fait rencontrer les hypothèses avec les enjeux des non-clients et qu'on a fait rencontrer ça avec les 6 pistes, donc qui sont des portes de sortie pour aller en dehors de son industrie, qu'on est capable de construire une nouvelle offre qui n'existe pas et qui suit justement ce principe ici, vous avez éliminer, réduire, augmenter et créer. Avec les logos là. Donc ça c'est une matrice qu'on utilise depuis longtemps, maintenant depuis 9 ans dans les Blue Ocean Awards. Tous les finalistes présentent, en construisant cette matrice, devant le jury, ils présentent cette matrice pour l'analyse du jury des Blue Ocean Awards. Voilà, donc c'est la boucle. Si on regarde maintenant les étapes clés d'un lean startup, vous connaissez, donc avoir une idée, ensuite faire des hypothèses, créer son MVP, tester et valider les hypothèses, mesurer, comprendre et pivoter si besoin. Et si besoin, on repart sur une autre idée. Grâce à Blue Ocean Strategy, en fait, on va avoir la phase ici de nouvelle idée, très fine, très pertinente, parce que correspondant à des enjeux existants sur l'industrie. Puisqu'on allait voir ces non-clients, ils nous ont raconté leur vie, on a agrégé sur une trentaine, cinquantaine de non-clients et on a compris qu'il y avait des enjeux forts, communs et qui correspondent à une réalité. Donc cette phase d'avoir des idées nouvelles, elle est très convergente, très efficace et grâce à Blue Ocean, on est quasiment à 90% dans le vrai, quoi. On aura beaucoup moins besoin de pivoter en fait, quasiment pas. Et en fait après la mise en œuvre, par contre la mise en œuvre, donc ce qu'on disait make your Blue Ocean move, elle se fait justement avec cette boucle de test and learn. On va affiner l'offre. On va avoir une première idée très précise de nouvelle offre, on va tout de suite la déployer, la mettre dans les pattes d'un client, d'un utilisateur, pour enclencher cette boucle de test and learn, MVP, et très vite on va converger vers l'offre qui rencontre ce marché qui est nouveau et qui est créé, qui est de type Océan Bleu. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? C'était pour vous montrer où on intègre. Ouais. Quand on parle d'offres, vous parlez d'offres, la jonction entre les deux démarches. Plus fort, ouais. Ouais. Bon, tenez. Ouais. Je vais apporter. Merci. Oui, quand on parle d'offres, la jonction entre les deux démarches, Océan Bleu et Green Startup, c'est une offre ciblée, avec un périmètre limité, ou est-ce que c'est une offre au sens large, un catalogue d'offres? Ah non, ce n'est pas un catalogue d'offres, c'est une offre en termes de proposition de valeur. Et de format Blue Ocean, c'est-à-dire ultra simple. C'est 2 éléments de valeur, mais qui ont été justement choisis et qui ont été basés sur l'exploration, sur la compréhension qu'on a eue des enjeux non clients. Donc ils sont normalement très pertinents et très simples, en fait. Et ils n'arrivent pas comme analyse d'une entreprise entière? Non, après, une entreprise, après une entreprise, elle va avoir plusieurs offres et on peut effectivement décliner. Ouais. On peut décliner l'offre sur plusieurs domaines, pour une seule entreprise, mais là, ça correspond à plusieurs démarches en fait, ou alors plusieurs idées issues de votre démarche Océan Bleu que vous voulez tester en parallèle. Est-ce que tu peux par exemple, Alban, donner un exemple d'Océan Bleu, par exemple chez Seb? Parce qu'ils ont une large... Oui, effectivement, Seb c'est un bon exemple. Déjà, ils couvrent plusieurs industries, petit appareil électroménager, le blanc, l'outillage, ce que vous voulez, la cuisine. Et en fait, ils vont avoir, même sur juste le petit appareil électroménager, avoir des démarches Océan Bleu et tester plusieurs produits. Et à la fin, il y a certains qui vont trouver vraiment leur public fortement, comme l'Actifry, la friteuse sans huile, qui a un succès historique, vraiment typique Blue Ocean Strategy. Et à côté de ça, ils vont avoir aussi, ils ont fait un fer à repasser pour les hommes, un Roventa, un fer à repasser Roventa qu'on met dans sa valise et qui n'a pas besoin de table à repasser pour repasser. Voilà. Et ça aussi, c'est la même industrie, ce petit appareil électroménager, mais c'est des projets derrière différents qui ont été poussés. Monsieur, vous avez une question? Oui, j'ai une question sur le slide d'avant et de la phase d'exploration. Donc bonjour, encore un petit peu avant.
Voilà, la phase d'exploration de 5 semaines. Dans 3 semaines, voilà, quelles sont les activités, qu'est-ce qui permet d'arriver à le type de résultat qu'on obtient de cette phase d'exploration? Ouais, bah on obtient en fait des insights de non-clients de l'industrie. Donc comme je disais, les Antilles, les imminents, les inexplorés, des gens qui sont aujourd'hui non utilisateurs ou même contre l'offre standard actuelle de l'océan rouge. Et on les positionne ici, alors on a le visuel ici qui est un peu petit, mais je vais le mettre en zoom. On les positionne ici sur ce qu'on appelle une carte d'utilité. Et ça permet en fait de prendre de la hauteur, on agrège tous ces insights qui vraiment couvrent toute l'expérience. Ce n'est pas juste l'utilisation comme on aurait en design thinking, mais vraiment c'est toute la vie en fait du client, de l'utilisateur client. Et en fait, on va voir converger de tous ces non-clients des points communs, des moments clés. Alors, en termes d'utilité, est-ce que c'est plus de la productivité, simplicité, praticité, image, fun, ou aussi en termes de moments dans l'expérience. Et là, ça va nous permettre d'aller vers justement là où il y a le plus d'enjeux. Et donc derrière, de comprendre qu'est-ce qui est le plus fort en fait comme enjeu sur ce moment clé ou cette utilité clé. Voilà. Il y a d'autres questions là, à ce stade? On va passer un exemple. Ouais. Ouais, moi je veux bien sur les non-clients, comment on construit les non-clients? Est-ce qu'on les segmente comme des clients pour les startups, pour d'autres méthodologies? Est-ce que les non-clients ont déjà une idée de qui on veut toucher? Ou les non-clients, on va interroger tous ceux qui n'achètent pas? Est-ce qu'on segmente quand même un peu les non-clients? Est-ce qu'on fait des hypothèses dessus? Alors en fait, on fait du profiling, c'est des profils de non-clients, on essaie d'être le plus exhaustif possible. On ne fait pas justement le Blue Ocean, c'est l'anti-segmentation. C'est la différenciation très forte qui est mixée avec du low cost, donc on s'oblige à éliminer les éléments et on ne rentre surtout pas dans le prix qui va driver la valeur. On sort de cet arbitrage coût-valeur. Donc on ne va pas faire de segmentation. Donc on ne construit pas un persona de non... Non, on fait tous les profils, on liste vraiment tous les profils de nos clients et la phase d'exploration, on va essayer d'aller voir au moins 1 ou 2 représentants de chacun de ces profils pour justement avoir une vue exhaustive. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne des exemples de nos clients, par exemple dans une industrie particulière? Oui. On pourrait parler de PlayStation? Oui. Oui, là oui. Vous avez... Ou là oui, tout à fait. Ouais. Bon, dans le secteur de consoles de jeux, Nintendo était une société historique dans ce domaine avec des board games, etc. Il a sorti le Space Cube. C'était la première console de jeu avec Atari et Sega. Et là, Microsoft et Sony ont décidé d'attaquer ce marché. Donc, il a fait des consoles super chères avec Blu-ray, des chips graphiques, etc. Et il perdait 150 à 200 $ par boîte. Mais comme il avait pensé qu'un jour la console va être le centre de la maison, il a décidé pour investir. Pour Nintendo, il ne pourrait pas jouer dans cette catégorie. Donc eux, bon, on a eu quelques contacts avec eux, mais c'est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Nintendo DS. Et là, il a rendu compte que ce n'était pas juste des enfants. Il y avait des sudoku, des brain tests et tout ça. Il commençait à voir qu'il y a des gens plus âgés qui utilisaient les DS. Donc il commençait à explorer dans les gens qui refusent la console. Donc on avait plusieurs catégories. Des enfants plus jeunes, des enfants âgés, les familles qui ne voulaient pas payer 600 $. Si vous vous souvenez, quand les premières Microsoft et Sony est sorti, il a fallu une télévision high definition. À l'époque, ça coûtait 2 000 ou 3 000 $. Donc, pour jouer avec un Sony ou un Microsoft, il a fallu dépenser 3 000 $, qui n'était pas évident pour beaucoup de gens. Donc Nintendo est allé dans l'autre direction. Il a créé un console très simple, pas cher, avec très peu puissante, donc pas cher à produire. Et un wand, c'est quoi un wand?
Le Wiimote, là. Un remote, un Wii Remote, baguette magique. où vous pouvez jouer les jeux juste en baladant les mains. Et il a fallu... C'est la Wii. Parce que pour beaucoup de gens, pousser 4 boutons en même temps, ce n'était pas évident. Et là, quand il a proposé le projet, l'industrie de jeux a dit on amène les jeux dans le Stone Age. C'est quoi 20 000 ans en avant. En fait, ils ont fait une console qui était beaucoup plus simple, pas chère à produire. Et il gagnait $90 par boîte. Inspiré justement des enjeux cachés des non-clients, les non-clients de jeux vidéo de l'époque. Donc ces non-clients en jeux vidéo, par exemple, c'est, comme disait Georges, c'est les personnes qui sont trop jeunes pour jouer aux jeux vidéo, les enfants. Donc vous regardez Nintendo, les jeux de Nintendo, c'est vraiment, vous pouvez commencer la Wii, vous pouvez y jouer, vous avez 2 ans, 3 ans. Vous envoyez une boule de bowling. Donc ça c'est les non-clients. Voilà. Anti, vous avez aussi tout ce qui est éducateur, prof. Donc ça aussi c'est un très bon exemple. Vous avez aussi les imminents, c'était justement les femmes, les personnes âgées qui ne jouaient jamais aux jeux vidéo, qui n'étaient même pas considérés comme joueurs potentiels de jeux vidéo. Et puis les imminents, c'était ceux qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo étant plus jeunes, mais en grandissant, en vieillissant, en devenant parents, jouaient beaucoup moins. Parce que c'était encore à l'époque la vue très hard gaming et pas casual gaming. Ils ont en fait créé le casual gaming. Et donc du coup, vous avez des consoles Nintendo qui étaient même utilisées dans les maisons de retraite, par exemple. Puisqu'elles sont faciles pour pouvoir utiliser, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi, il y a les touches sont très limitées, il n'y a pas carré, triangle, carré. C'est le mouvement naturel, c'est ça qu'ils ont créé. Et il n'y a pas une phase d'apprentissage pour pouvoir jouer. Donc ce sont des exemples du non-client. Et donc les consoles Nintendo, c'est un exemple parfait d'un océan bleu. Parce qu'ils sont allés à l'opposé de ce qui était fait dans l'industrie. Et la réponse de les deux consoles, c'était de créer un genre de remote, mais très complexe, avec plusieurs caméras, etc. Et c'était toujours très cher. Et c'est Xbox, Microsoft. Mais Nintendo, bon, déjà, il gagnait $90 par boîte. Kinect, c'est Kinect. Et il vendait 4 fois plus que les deux autres pour 5 ou 6 ans. Après, il a sorti le Switch qui n'a pas marché, etc. Mais il est revenu avec... En faisant la Wii portable. Donc ça, c'est l'autre chose. Maintenant, une innovation, ça ne dure pas si longtemps. Garder l'océan bleu, il faut innover continuellement. Il faut trouver le suivant parce que les autres arrivent. Mais en tout cas, vous avez ce temps d'avance. C'est le principe de l'innovation, vous avez un temps d'avance sur votre océan bleu et à vous de trouver le suivant. Alors, on va vous donner un exemple là, avec le programme Blue City, justement, comment on a intégré Lean Startup dans un programme d'innovation qui est basé sur Blue Ocean Strategy. Donc, les principes de Blue City, ils sont là. C'est un programme international qui connecte les villes, les États du monde entier. Donc, collaboration internationale qui va utiliser de l'open innovation et du Lean Startup, notamment pour l'implémentation. Donc c'est vraiment faire travailler ensemble les villes avec les entrepreneurs de ces villes, avec les États, avec les grands groupes, avec les startups, même aussi il y a des ambassades, des universités. L'inclusion, puisqu'en fait Blue Ocean Strategy appliquée aux services publics, donc mobilité, traitement de l'eau, des déchets, en fait c'est les non-utilisateurs, c'est les personnes qui sont aujourd'hui exclues des services de la ville, qui ne peuvent pas utiliser un bus, un métro, qui n'ont pas accès à l'eau dans certains pays, etc. Donc du coup en faisant ça, on va aller voir ces gens-là, la phase d'exploration dont on parlait, on va aller voir ces gens-là qui sont exclus des services aujourd'hui de la ville. Et donc on va faire de l'inclusion, très logiquement. C'est l'inclusion par les entrepreneurs. Et le quatrième, c'est évidemment d'utiliser la Blue Ocean Strategy pour en fait driver tout le programme. Voilà. Les outils Blue Ocean, le mindset, les principes, voilà. Et le but, ça s'appelle aussi la National Blue Ocean Strategy. Donc la Blue Ocean Strategy appliquée au développement local et national. Donc on l'a déjà fait dans pas mal de villes ici qui sont là sur la gauche. Et puis on est en train de lancer dans d'autres villes, au Sénégal, on a déjà fait Afrique du Sud, on fait une deuxième Afrique du Sud, et on va lancer sans doute en Inde, et on lance aussi à Fontainebleau. D'ailleurs Fontainebleau, les entrepreneurs sont les bienvenus, puisque c'est en cours de recrutement des entrepreneurs, donc si vous êtes intéressé
pour rejoindre un programme comme ça qui connecte les villes de plusieurs pays, hein, c'est Afrique du Sud, France, Sénégal, Inde. Là, vous êtes les bienvenus. La vraie première étape pour les entrepreneurs, c'est ici l'éveil visuel et l'exploration qu'on retrouve. Ici, on a mis un mois, c'est entre 1 et 3 mois, qui est basé à chaque fois sur le soutien par les villes. Donc elles vont fournir des thèmes en fait, hein. Elles vont fournir des contacts pour l'exploration. Elles vont aussi faire le jury final, le jury des villes, où elles vont sélectionner les projets qui les intéressent pour les déployer. Et c'est là où on rentre en lead startup, puisqu'après, c'est 6 mois d'expérimentation avec un système de hotline, un soutien hotline, qui est soutenu par les villes. Et dont le deal avec les villes, c'est elles ne payent rien, mais elles s'engagent à déployer, à expérimenter tous les projets qu'elle a sélectionnés. Voilà. Donc voilà, la phase des startups, elle est ici, et nous on fait donc un support de 6 mois pour, en mode hotline coaching pour que les projets sélectionnés par les villes puissent s'expérimenter en e-startup dans la ville. Vous avez le détail ici du programme. Alors voilà, on retrouve ici, alors c'est connecté aussi au Blue Ocean Awards, ce qui est en fait la brique, si vous voulez, investisseur, mise en avant, visibilité des projets vis-à-vis des investisseurs, c'est avec cet award qui est mondial maintenant, et qui permet donc auprès d'un jury d'investisseurs de faire continuer, avancer fortement, rapidement les projets. Vous retrouvez ici, c'est basé sur du coaching, des sessions de coaching, et on utilise une plateforme qu'on a développée exprès de gestion de projet Blue Ocean, qui est propriétaire. Donc vous avez ici des visuels, vous retrouvez ici tous les outils en fait Blue Ocean classiques, et on met en mode collaboratif, projet, équipe par équipe, d'entrepreneurs qui vont travailler ensemble, être coachés par les coachs directement sur la plateforme, ce qui permet cette internationalisation, ce qui permet d'avoir des entrepreneurs qui travaillent ensemble de plusieurs pays différents. Là vous avez des exemples de l'an dernier, de projets qui sont sortis de cette démarche-là en Afrique du Sud, avec Johannesburg, Pretoria et Durban, les villes d'Afrique du Sud principales. Alors on va vous montrer quelques exemples, mais juste pour vous dire un peu ce que c'est. Ici, Power Cycle, alors vous allez voir, c'est du coup très calé sur les besoins locaux et les enjeux non satisfaits localement. Vous avez donc en Afrique du Sud un gros problème de rupture en fait, d'énergie. Tous les jours, il y a des coupures d'électricité pendant 1 heure, 2 heures. Donc c'est un énorme problème, ça bloque la vie des gens. Et donc et on l'a retrouvé très logiquement. Donc ici, c'est un service de mobilité, Power Cycle, qui est en fait un vélo en partage qui est fait entièrement en plastique recyclé, parce que les villes ont un énorme problème de plastique qu'elles ne savent pas traiter. Donc il est fait entièrement en plastique et il intègre une batterie qui est rechargée dès qu'on s'en sert et qu'on emporte avec soi pour avoir tout le temps de l'électricité dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est déployé à l'université de Johannesburg et à Pretoria en bike sharing. Vous avez ici HandConnect, pareil toujours ce problème de connexion permanente. C'est un service HandConnect pour les étudiants. Donc on avait, dans ce programme-là, on a l'UNISA, l'Université d'Afrique du Sud, University of South Africa, avec ses entrepreneurs, et c'est 200 000, 300 000 étudiants. Cette université, c'est une des plus grandes au monde en nombre d'étudiants. Donc il y a un énorme sujet, dès qu'il y a des coupures, ça s'appelle le load shedding, dès qu'il y a du délestage en fait, d'énergie, eh ben, il y a plein d'étudiants qui étaient déjà en train de faire des examens voilà, en connexion. Et donc cette solution, HandConnect, elle permet aux étudiants, même s'ils n'ont pas de connexion Internet, de continuer à faire leur examen dans les meilleures conditions. Même s'il n'y a plus d'électricité, plus de réseau, il enregistre tout et il va tout gérer dans les mêmes conditions que l'examen. Vous avez ici, Umbalabala, c'est Parents Education, c'est former les élèves, former en fait les parents pour qu'ils forment eux-mêmes, ils apprennent à accompagner leur famille, leurs enfants dans leur éducation. Et ici, e-token, c'est un système de tokens, de jetons virtuels pour gérer l'énergie et gérer les bons comportements dans la gestion de son énergie, de sa consommation énergétique chez soi. Donc on va gagner des jetons quand on consomme dans les heures creuses et on pourra les utiliser si on a besoin d'utiliser l'énergie en heure pleine. Voilà, pour vraiment éduquer en fait la population. Vous voyez, c'est très varié. Hein. Il y a aussi celui-là, GenSec Analytics, c'est
un système, c'est en fait formé et accompagné par un système de téléopération les personnes qui veulent passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture bio. Donc en fait en les pilotant à distance, même s'ils n'y connaissent rien à l'agriculture, mais ils ne sont pas agriculteurs, ça va permettre, avec des capteurs qui seront installés sur leur champ, de savoir voilà, qu'est-ce qu'ils doivent intégrer comme produits phytosanitaires naturels, comme engrais naturels, à quel moment, pour pouvoir basculer, transformer leur agriculture vers le bio. Ce qui permet de vendre plus cher et donc d'être vraiment dans une boucle vertueuse. Et le dernier ici, dont on va vous parler aussi, c'est Untold Stories, c'est lié à la culture, c'est par les NFT, la réalité virtuelle, présenter la partie en fait cachée de l'histoire d'un monument, d'un musée, d'un lieu historique, et notamment en lien avec les tribus historiques qui étaient là avant l'histoire classique. Et donc dévoiler, en fait, montrer l'histoire cachée, la culture en fait, qui était un peu effacée avec le temps. Donc si on regarde en détail un de ces projets-là, donc notamment le vélo, là, Power Cycle, donc sur la fête de build, issue du Blue Ocean, ils ont eu l'idée de créer cette offre de vélo tout en plastique recyclé, donc c'est-à-dire plus léger, qui permet de résoudre le problème du recyclage du plastique en partie, et en même temps qui va, du coup, ne va pas se corroder, va être plus facile à produire, et en même temps qui va produire de l'énergie pour alimenter une batterie qu'on aura toujours sur soi, pour son téléphone, pour son ordinateur, en cas de coupure d'électricité, comme il y a 2 fois par jour. Donc là, c'est les premiers protos, voilà, ils ont démarré en mode voilà, MVP, première maquette ici, avec le cadre aussi, c'est un vrai sujet, le cadre, de le faire tout en plastique moulé, et puis la partie justement générateur d'énergie et batterie. Après, ils ont ici donc lancé leur expérimentation avec les besoins clés ici pour leur expérimentation, les coûts, en étant, donc ils l'ont lancé à l'université de Pretoria et à City of Tshwane. City of Tshwane, c'est la région qui inclut Pretoria en fait. Donc l'université de Johannesburg et Pretoria, en étant orienté MVP toujours. Esprit d'une startup, c'est-à-dire juste à coût minimal, quoi. Donc juste proposer l'offre minimale avec la valeur, l'ADN de l'offre pour le coût minimal. Du coup, la partie mesure, ça s'est fait en regardant le résultat, cette offre, telle qu'elle est perçue par les utilisateurs, comparée aux offres classiques de l'océan rouge. Donc, eux, ici, c'est la courbe bleue, et ici, la courbe rouge, les offres classiques. Et donc, en fait, la mesure en Blue Ocean, c'est la valeur. Ici, c'est ce qu'on appelle des courbes de valeur. Je lance mon MVP, V0, V1, V2, V3, et ben, je vais regarder quel compromis j'ai dû faire sur la valeur qu'en retirent mes utilisateurs. Et ça en permanence, comparé à la valeur qu'ils auraient à côté avec une autre offre. Est-ce que je suis toujours sur un océan bleu? Est-ce que je suis toujours en train de réduire les coûts et de me différencier fortement? Est-ce que je suis toujours en train d'éliminer des standards et d'apporter une valeur nouvelle, unique? Et ça, c'est le canevas stratégique ici qui permet de voir ça, de vérifier. Tout en étant en équilibre ici, enfin en jouant sur les coûts à minima, pour justement tout de suite pouvoir tester une offre la plus simple possible. Vous voyez ici, le premier proto était très simple. Et à la fin, on arrive à ça. Donc là, ça a été designé, on a créé les moules, sur la version minimale dont on a besoin, au vu des retours des expérimentations. Et à la fin, on arrive à confirmer et à valider la proposition de valeur qui est là. Donc c'est The Bicycle made from waste plastic with the ability to produce power. The power can be used on the go. Voilà. Donc, voilà, et à la fin, on arrive à confirmer la proposition de valeur et à confirmer aussi le design, la faisabilité, voilà. Et derrière, l'apprentissage qu'on a de ça, de cette phase-là, de cette boucle, c'est ici, quelle population je vais toucher. Et là, vous retrouvez ici les non-utilisateurs, les non-clients. Voilà. C'est tous les universitaires et les collégiens qui en fait utilisent le bus, sont amenés par leurs parents en voiture pour aller à l'école, et qui là seraient justement des cibles idéales
de non-clients pour passer au vélo. Voilà. Et donc on confirme ici l'opportunité marché. C'est ça le learn qu'on en déduit. Donc là vous avez ici l'équipe qui est là, les trois fondateurs, avec ici en détail le canevas stratégique. Donc la courbe bleue ici, c'est l'offre PowerCycle à laquelle on arrive à l'issue du Blue Ocean, ensuite de l'expérimentation. Voilà, donc on voit ici qu'il y a, on confirme que c'est un Blue Ocean parce qu'on a éliminé des éléments de valeur que tout le monde propose et on a réduit, augmenté et créé des éléments de valeur. Ici, le fait, ici il n'y a que PowerCycle qui propose l'opportunité même de vendre cette énergie, de faire de l'argent avec l'énergie de la batterie qu'on a récupérée de son vélo, d'accéder à l'énergie partout, à n'importe quand. C'est que cette offre-là qu'il propose, d'avoir ici production locale du vélo, ça on voit que c'est pas du créé. Voilà. Et le fait aussi d'être éco-friendly, parce qu'on recycle le plastique, aussi c'est plus durable, ça pèse moins lourd, il n'y a pas de problème de corrosion. Voilà. Et on a éliminé aussi tous ces sujets-là, aussi de load shedding, donc l'impact de... Voilà. Alors, le deuxième exemple qu'on veut présenter, c'est sur la culture, c'est ce qu'on appelle Untold Stories. Donc les expérimentations, ils l'ont fait en étant soutenus par la fondation Nelson Mandela. Et ils ont justement lancé en fait une première version très simple de découverte de culture cachée, d'histoire cachée, dans 2 musées ici. Donc c'est Pinnacle Point, peut-être vous connaissez, et Iquatu, Iserfontein, qui permet donc aux utilisateurs, avec juste leur téléphone, de découvrir l'histoire cachée du lieu dans lequel on se trouve. Ils en ont déduit ici toujours cette analyse de la valeur comparée aux offres classiques, les offres classiques que proposent les musées, les monuments, et derrière, confirmer, valider une proposition de valeur qui est là. Donc c'est le fait de gamifier l'héritage touristique et d'explorer le passé, notre passé commun avec de nouveaux yeux en fait. Et du coup, ces 2 expérimentations leur ont permis de valider leur business model et de l'affiner, de vérifier qu'il fonctionnait et derrière aussi, toujours pareil, de confirmer l'audience, donc de ces fameux non-clients, non-customers, les personnes qui ne sont pas éduquées à l'histoire, ceux qui sont contre l'histoire mainstream, mass market, ceux aussi qui sont contre l'histoire coloniale, les cultures voilà, un peu imposées, etc. Et de confirmer qu'ils avaient bien accédé à ces profils-là. Donc c'est ce qui a permis la boucle Lean Startup. Voilà. Et donc la boucle est bouclée, vous avez ici en grand donc l'équipe, c'est ces 2 personnes-là, ici Bonizo et Jean-Luc, et ici la courbe bleue, donc leur offre, comparée à celle de la culture classique, histoire en fait, les musées, les sites historiques. Voilà, on retrouve toujours cette divergence ici avec la courbe qui a des éléments éliminés et créés. Voilà. Ce qui est bien confirmé. Ouais. Vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça, ouais, les exemples qu'on veut présenter. On peut aller plus en détail sur ces exemples. Ici, vous avez les villes justement dans lesquelles on lance aussi ce Blue Ocean City, avec le soutien de Fontainebleau. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces 2 exemples-là? On a plugué en fait directement, expérimentation Lean Startup sur une analyse et une démarche Océan Bleu. Et si vous allez sur le site Blue Ocean Awards, on voit tous les gagnants depuis 2014, avec des exemples, des vidéos, des raisonnements, etc. Donc, ouais. Puis il y a le site aussi blueoceancity.org où là, vous pouvez voir des exemples justement de projets issus de Blue City, qui sont donc dédiés à la ville, en vidéo aussi. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés pour participer à ces programmes-là, on est aussi à disposition, puisqu'il y en a un qui démarre dans un mois.
sur Fontainebleau et ces villes-là. Donc c'est Constance en Allemagne, Redmond en Angleterre, Alba Iulia en Roumanie, Sintra Portugal et Città Lodi en Italie. Voilà. C'est des choses que vous avez déjà vues ou entreaperçues? Ou est-ce que c'est des choses qui font écho par rapport à tout ce qui est lean, start-up, tout ce qui est l'innovation? Vous avez vu que sur la stratégie Océan Bleu, ce qui est important, c'est l'innovation par l'usage, par la valeur. On ne part pas du produit, on ne cherche pas à créer de base le produit le plus sophistiqué possible. Ce qu'on veut vraiment, c'est matcher un usage, un besoin qui n'a pas été adressé, ce qu'on disait avant en préambule. D'accord? Donc en fait, c'est un gain de temps. Les sociétés, les startups qui passent justement par la phase Blue Ocean, en fait, vous avez à 90%, vous êtes sûr d'avoir trouvé, identifié un marché. Donc du coup, ça veut dire que derrière, notamment pour les investisseurs, il y a moins de déperdition, de risque d'échec. Parce qu'on a tout de suite identifié le bon marché avec le bon produit ou service. Si on applique Océan Bleu, merci. Si on applique Océan Bleu à lui-même, dans quel océan se trouve Océan Bleu lui-même? L'Océan Bleu, pardon. Dans quel océan se trouve la méthode Océan Bleu elle-même? Je crois compliqué. Si je regarde ce que vous avez fait par exemple, par rapport à une start-up, ce que j'ai vu, c'était des méthodes équivalentes, comme par exemple design thinking, qui vient en amont d'une start-up. Ouais. C'est pas équivalent, mais oui, c'est complémentaire. C'est d'autres objectifs. En fait. Chaque méthode a son objectif. Ah, exactement. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes dans un océan rouge avec l'océan bleu? Ça correspond à un objectif. Je veux pas améliorer, faire de l'innovation incrémentale. Je veux faire de l'innovation plus radicale. Me créer un marché nouveau qui n'existe pas. Sur mon point de vue, c'est que l'océan bleu est très largement supérieur. Donc, moi, après, en tout cas, avec cet objectif de se créer un nouveau marché, ça va être plutôt Blue Ocean. Après, design thinking, à mon sens, ça va être très bien pour améliorer une expérience existante d'un produit et le faire évoluer, en fait. Ouais. J'utilise souvent les éléments de design thinking dans le processus d'exploration. J'utilise Blue Ocean pour trouver des idées. Et après, ça passe quasiment en design thinking. En plus, un avantage de parler aux non-consommateurs, comme c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes forcé à écouter. Donc, développer l'empathie qui est une valeur clé. Parce qu'on dit toujours design thinking, empathie. Empathie ne vient pas par hasard. Il faut le pratiquer. Donc, en forçant vers les non-consommateurs, parce que quand vous voyez les consommateurs que vous connaissez déjà, vous avez tendance à ne pas trop écouter. Les non-consommateurs vous forcent à vraiment écouter et comprendre. Et ça développe l'empathie. C'est une grande différence entre les méthodes. Après, comme on voit, l'idéal, c'est d'utiliser la bonne méthode au bon moment dont on a besoin pour le bon objectif. Et, ça, et de les cumuler, les compiler. Ce qui est bien. On a fini, on a une question. Ouais. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci beaucoup.